Bonjour et bienvenue dans l'Instant T, votre magazine d'infos quotidien sur TBO. Au programme aujourd'hui, les animaux de la ferme débarquent à Rennes, les Russes se mettent en scène en pays de Morlaix et les skippers de la Mini Transat sont parés pour le départ. Et puis aussi Julie Sicot qui fera le point sur les communes nouvelles du Finistère. Bonjour Julie. Bonjour Pauline. Oui, les lignes continuent de bouger entre les communes dans notre département et plus ou moins facilement d'ailleurs. Je vous expliquerai tout ça. On voit ça dans un instant. Et puis le résumé du sport du week-end, bien sûr, puisqu'on est lundi avec Ludovic Jean. Bonjour Ludo. Bonjour Pauline. Et nous, on reviendra sur le succès grandissant d'Odyssée à Brest. On prendra des nouvelles des Albatros en hockey sur glace pour qui la saison vient de démarrer. Et puis, deux actualités de football avec en coulisses le projet du centre de formation du Stade brestois. Et puis, ce lundi soir, la réception de Lens en championnat. On a hâte, ce sera dans l'instant sport. Enfin, nous recevons aujourd'hui des surfeurs qui reviennent de mission humanitaire à Madagascar et qui nous raconteront leur aventure. Mathieu Carpentier et Lauriane Jaouen, bonjour. 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 Pas trop dur le retour à la réalité finistérienne? Ça va. Ça va, on a été bien accueillis par tout ce qui est météo et donc on a eu des bonnes vagues, la transition a été bien fait. idéale. On en parle tout à l'heure, mais tout de suite on démarre par un point sur l'actualité de ce lundi 14 septembre. Et à la veille de l'ouverture du SPACE, le Salon international des productions animales à Rennes, les animaux débarquent au Parc Expo et TV Rennes y était. « 8h30 ce matin, les premiers éleveurs viennent d'arriver. Pas une minute à perdre, 550 vaches et taureaux ainsi que 150 ovins triés sur le volet doivent être installés dans la journée. Alors un peu d'aide est toujours la bienvenue. Mon rôle aujourd'hui, c'est de m'occuper des 2 vaches de mes parents. Donc je les ai descendues du camion. Et donc maintenant, je dois les laver, les soigner et puis après les surveiller jusqu'à ce soir pour aller à la traite à 5h30. Même si c'est une question d'organisation pour le salon, la préparation des bêtes en amont est indispensable à leur acclimatation. On essaye de les amener le plus tôt possible pour s'habituer à l'environnement parce que c'est pas évident. Elles se retrouvent confinées pendant une semaine. Elles sont dans les prés tous les jours. Hein. On les ramasse juste pour le moment pour l'espace, pour faire le dressage, les laver et puis les habituer à marcher, quoi. Et pour que l'événement se déroule dans les meilleures conditions, les organisateurs doivent parfois faire face à l'imprévu. Il y a un élément nouveau, hein, donc depuis vendredi dernier, la fièvre catarrhalovine qui revient en France, et notamment sur la région centre, on va dire, au niveau de l'Allier. Et cette année, on reçoit un concours national limousin, et hélas, les départements de la Corrèze, de la Haute-Vienne ou de la Creuse ne peuvent plus déplacer des animaux. Donc on a été obligé de recruter des animaux dans nos suppléantes pour pouvoir avoir un concours quand même qui réponde aux objectifs qu'on recherche et notamment pour les visiteurs. Plus de 100 000 visiteurs professionnels sont attendus pour cette 29e édition. Et cette année encore, le public étranger devrait être en augmentation. Et notez aussi que dès ce mardi, TBO diffuse chaque jour à 18h25 le journal du SPACE et puis à 20h une émission spéciale sur le SPACE. Alors Julie Sicot, vous vous êtes intéressée aujourd'hui aux communes nouvelles du Finistère. Pourquoi les communes veulent-elles fusionner? Eh bien, vous le savez, Pauline, le gouvernement a annoncé des baisses de dotation. Alors, pour échapper à cela, les communes peuvent fusionner. En tout cas, ces baisses de dotation mobilisent les élus. Une manifestation est prévue ce samedi 19 septembre 2015 à l'initiative de l'Association des maires de France, dont participe évidemment l'Association des maires du Finistère. Et puis, il y a également une pétition en ligne qu'on retrouve sur le site change.org. Plus de 14 600 personnes ont déjà voté, se sont déjà inscrits sur cette pétition, en tout cas pour lutter contre la baisse des dotations qui va toucher les communes. Alors justement, dans le Finistère, on en est où côté communes nouvelles? Eh bien, Pauline, au mois de juin, je vous faisais part de projets émanant de communes qui voulaient fusionner. Alors, parmi les projets, à l'époque, il y avait Audierne et Esquibien, mais aussi Briec avec Landudal, Ederne, Landré-Varzec et Langolin. Depuis, les projets se sont multipliés avec plus ou moins de succès. Ça reste tout de même encore assez flou. La préfecture, contactée à ce sujet et qui doit recenser les projets, n'a pour l'instant rien de concret à communiquer. Les communes ont encore jusqu'à fin décembre pour finaliser et présenter leurs projets. Mais déjà, on sent quelques initiatives qui se lancent. Alors pour Audierne et Esquibien, c'est toujours bien parti, hein, comme je vous l'avais annoncé au mois de juin. Les deux maires, Jo Evenat et Didier Guillon, continuent leur campagne d'information auprès de la population. Une deuxième réunion publique est prévue le 22 septembre, donc très bientôt, et un second bulletin municipal dédié uniquement à ce sujet a été publié à la rentrée.
le 29 septembre, les 2 conseils municipaux devraient statuer à ce sujet lors d'un vote pour créer la commune nouvelle et adopter la charte de la commune nouvelle, justement. Et j'ai eu Didier Guillon au téléphone juste avant cet enregistrement et il nous disait effectivement qu'il espérait bien être la seule commune du Finistère à réussir à finaliser son projet pour la fin de l'année. Alors, il y a d'autres projets sur les lignes. En tout cas, il y a Daoulas, Logona Daoulas et l'hôpital Canfroute qui essayent de se mettre toutes les trois ensemble. Les 3 maires ont envoyé fin juillet une lettre à leur administré où ils expliquaient, je cite, que nos 3 communes réfléchissent à leur regroupement. Ce qui permettrait de créer une entité de 6500 habitants, mais un blocage semble subvenir. Des conseillers municipaux élus il y a peu, ne souhaiteraient pas trop remettre en cause ce pourquoi leurs citoyens les ont élus, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas bouger les lignes de la commune pour lesquelles ils ont été élus. Projet avorté également entre Châteaulin et Port-Launay. Châteaulin avait émis le souhait de se rapprocher de sa commune voisine, refus net de Port-Launay. Le maire que j'ai contacté également nous a dit que c'était hors de question. Lors d'un conseil municipal, justement, les élus ont voté contre cette fusion. Raison invoquée, les impôts. Le maire de Port-Launay nous a indiqué qu'il ne souhaitait pas que ses concitoyens paient les mêmes impôts qu'à Châteaulin, qui sont apparemment plus élevés. Et alors, autre projet qui, lui, est bien avancé, c'est Briec, Landudal, Edern, Landré-Varzec et Langolin, un des plus gros projets du département. Les discussions continuent. Des groupes de travail ont été constitués pour mettre en place la charte de la commune nouvelle. Et cela malgré la démission du maire de Langolin qui s'était exprimé contre. Le maire d'Edern nous a dit que malgré cela, les discussions continuaient entre les 5 communes. Des réunions publiques ont été organisées et les votes des conseils municipaux se préparent. Vous le voyez, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'avancées, beaucoup de recul et encore beaucoup de travail pour les élus. En tout cas, s'ils ne veulent pas pâtir des baisses de dotation, ils doivent présenter leur projet en préfecture d'ici la fin du mois de décembre pour être prêts au 1er janvier à fusionner tous ensemble. On suivra ça de près avec vous, en tout cas, Julie. Il y a encore du boulot. Merci beaucoup, en tous les cas, pour cet éclairage. Ce week-end, le festival Rue en Seine faisait son avant-dernière étape dans le bourg du cloître Saint-Égonec. L'occasion de donner de la couleur à ce village de 650 habitants. Succès garanti, puisque le soleil et le public étaient au rendez-vous. Et Anne Burlot y était aussi. Un village habituellement tranquille qui s'anime le temps d'une soirée. Le cloître Saint-Égonec a accueilli plusieurs compagnies de théâtre dans le cadre du festival Rue en Seine. C'est dans les communautés en fait, qui organisent ces arts de la rue. Et cette année, on a la chance de bénéficier de cette magnifique occasion de rassembler du monde. Et bon, le soleil est là en plus, donc c'est un mois de septembre souriant. Et oui, on sent que les gens sont heureux et contents d'être là et qu'ils attendaient avec impatience d'avoir une fête comme ça au cloître. Entre rire et émerveillement, les enfants comme leurs aînés découvrent une nouvelle facette de leur commune. Ça fait du bien, ça fait bouger le cloître. On ne se déplace pas souvent pour aller au théâtre, hein. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est gratuit en plus. Comme Jean-René, ils sont un peu plus de 500 personnes à avoir fait le déplacement pour l'occasion. C'est presque l'équivalent du nombre d'habitants de la commune. Et pour les artistes, jouer au cœur des bourgs, c'est se frotter au contact du public. Faire tomber les barrières de la scène culturelle traditionnelle. Des fois, quand tu joues dans des théâtres, tu peux rencontrer des gens dans des bars, mais il y a cette barrière de que tu es l'artiste qui a été sur la scène. Tu es là-haut. Oui, mais dans la rue, on est tous au même niveau et on se rencontre plus facilement. Des rencontres humaines drôles, poétiques ou acrobatiques, que les organisateurs veulent provoquer là où on ne les attend pas. Et le but de ce gros festival, c'est d'investir les villages qu'on connaît peu, qu'on connaît moins, ou du moins qui n'ont pas de lieu consacré à la culture. Tout se fait sur place, avec les associations, avec les mairies, les techniciens, avec les habitants. La culture, évidemment, c'est le moteur, mais l'essence, ça reste les habitants, leur énergie, leur sourire, les applaudissements et ce que vous entendez derrière, les rires. Le festival Rue en Seine s'achèvera par une escale à Saint-Martin-des-Champs le dimanche 20 septembre. Voilà, et c'est maintenant l'heure de passer à l'instant sport.
Dans moins d'une semaine, ils s'élanceront pour Lanzarote dans les Canaries, puis pour Pointe-à-Pitre. Les 72 skippers de la Mini Transat, confirmés ou amateurs, vont s'affronter seuls sur l'océan Atlantique. Alors en dépit de l'annulation du prologue ce dimanche pour des raisons météo, les skippers se préparent sur les pontons de Douarnenez entre contrôle de sécurité et réglage de dernière minute. Anne Burlot est allée les rencontrer. Ils n'attendent qu'une chose, larguer les voiles. Les 72 skippers sont prêts pour le grand départ de la Mini Transat Île de Guadeloupe. Et dès aujourd'hui, tous commencent à scruter les fichiers météo pour savoir si effectivement samedi on pourra partir. Pour l'instant, ils sont tous, on va dire, relativement sereins et décontractés, mais on sait pertinemment que la tension va un peu monter jusqu'à la veille du départ, jusqu'au jour du départ. Samedi prochain, ce sont des skippers aguerris qui traverseront l'Atlantique, mais aussi de jeunes skippers. Il faut regarder qu'on a bien tout, quoi. Dernier réglage pour Quentin Vlaminck, le cadet de la course au large. Depuis 4 ans, le jeune homme de 22 ans est encadré par Lalou Rouquayrol, un navigateur chevronné. J'ai pas forcément plus de pression que ça, je suis prêt, j'ai plus navigué que certains qui sont plus âgés que moi, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. La Mini Transat, c'est la première course au large, c'est celle qu'il faut faire, je pense, avant d'avoir une carrière de professionnel au large. J'ai exactement le même truc. Arnaud Machado, son voisin de ponton, doit également faire ses preuves. Ce paysagiste haut-savoyard s'est lancé un sacré défi. Il y a un peu moins d'1 an, il a quitté sa terre et ses montagnes pour s'entraîner à plein temps sur le plan d'eau lorientais. C'est vrai que de Haute-Savoie à l'océan, il y a quand même un pas. Mais bon, étant petit, j'ai quand même navigué en dériveur pas mal en mer. Depuis tout petit, j'y rêve, enfin je rêve de cette transat. Et puis là, je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Olivier Gelle, lui, s'est engagé dans cette course par amour pour la voile, mais aussi pour défendre la cause que soutient l'association Tchen du Kwa, dont il fait partie. Restituer aux Indiens de Colombie leurs terres dont ils ont été spoliés. Le but, pour moi, c'est clairement de courir et d'aller. J'aime la compétition et en fait de pouvoir mêler ce projet à quelque chose d'humanitaire et des valeurs qui me touchent personnellement fortement. C'était un peu aller au bout de tout ce que j'avais envie de faire, d'essayer de faire, quoi. Quelle que soit leur motivation, ces navigateurs vont tenter l'aventure à bord d'un bateau de 6,50 m, le plus petit bateau de course conçu pour la course au large. Et l'un des événements incontournables ce week-end, c'était Odyssea. Alors, nous vous en parlions la semaine dernière dans l'Instant T. Et vous nous en parlez aujourd'hui, Ludovic Jean. Oui, la 13e édition d'Odyssea, cette course à pied au profit de la lutte contre le cancer du sein. Record battu, avec près de 11 000 participants ce dimanche à Brest, soit la plus forte mobilisation dans le Grand Ouest. Record de participation, mais aussi record de dons, puisque 64 000 € seront reversés à différentes associations du département pour soutenir le dépistage, les programmes d'aide aux malades, ainsi que la recherche contre le cancer du sein. Un succès grandissant donc pour Odyssea. Et puis on ouvre une page de hockey avec le retour à la compétition des Albatros de Brest. Et effectivement, les Albatros de Brest qui repartent pour une 3e saison consécutive en Ligue Magnus avec des ambitions revues à la hausse. Le club brestois a beaucoup recruté cet été avec pas moins de 9 arrivées, un recrutement à l'accent canadien avec l'arrivée de 5 joueurs en provenance du continent nord-américain. Samedi, c'était le premier rendez-vous en compétition officielle pour les Brestois avec une rencontre de Coupe de la Ligue face aux Boxers de Bordeaux. Eh bien, les Brestois ont montré un visage plutôt séduisant devant leur public. Victoire 5-2 avec notamment 2 réalisations de la recrue canadienne Christian Ouellette. Les Albatros qui visent un maintien plus tranquille que la saison passée en Magnus et qui espèrent même venir titiller les favoris que sont Grenoble, Angers ou encore Rouen lors des playoffs. C'est d'ailleurs ce que nous a expliqué Sébastien Auprandi, l'entraîneur brestois en marge de la rencontre face à Bordeaux. Au début d'année, chaque équipe a changé une bonne dizaine de joueurs, donc les pronostics ne sont pas évidents. On va laisser ça à d'autres. Nous, on a pris le parti de tout faire pour le maintien et d'aller le plus haut possible. Si on peut faire les playoffs, si on peut même gagner le titre, on ne va pas se le refuser. Mais bon, en étant sérieux, oui, c'est être compétitif sur la route. Si on arrive à garder une fiche au moins comme les 2 dernières saisons à domicile et sur la route, aller chercher au moins 5-6 victoires, on sera certainement en play-off.
Et on termine, Ludovic, avec du foot et la pose de la première pierre du centre de formation du Stade brestois. C'était un événement en présence notamment d'Yvon Karmarek, président du club, de François Cuillandre, maire de Brest, et de Claude... Ce lundi matin. Ouais, et de Claude Keguiner, PDG du groupe Keguiner Matériaux, qui pilote le projet depuis ses débuts après l'échec retentissant du projet à Plougastel-Daoulas, dû au désormais célèbre escargot de Quimper, on s'en souvient. C'est finalement aux abords du site d'entraînement de Pénélène à Brest que le projet a vu le jour. Le nouveau bâtiment accueillera l'hébergement du centre de formation, les locaux de l'association et le siège social du club, coût estimé, 4 millions d'euros, c'est le coût estimé du chantier, livraison prévue à l'été 2016. Un mot sur la... Ah non, on va écouter peut-être... Écoutez, oui, les réactions du maire de Brest, François Cuillandre, oui. Et d'Yvon Karmarek, le président du Stade brestois. Le centre de formation est une obligation et une chance pour le club. C'est une obligation puisque les instances du football exigent que les clubs professionnels, et c'est normal, se préoccupent de formation, mais c'est aussi, je crois, une chance parce que c'est l'occasion pour le club de faire émerger des jeunes joueurs de talent qui constitueront demain le vivier du club. Et c'est financé par une SCI, par des partenaires et je dirais des associés aussi dans cette SCI. Bon, ça aura un coût quand même pour le Stade brestois puisqu'on aura des loyers à payer. Hein, donc, si vous voulez, mais ça nous permet quand même aujourd'hui d'avoir une structure qui va être intéressante pour l'avenir. Puis on revient au terrain, Pauline, avec ce lundi soir la venue de Lens, 20h30 au stade Francis Leblé. Brest qui compte pour l'instant 2 matchs nuls et 1 défaite. Bilan mitigé donc pour l'instant, même si en cas de succès ce soir, Brest grimperait à la 4e place du classement de cette Ligue 2. Merci beaucoup, Ludovic. Du foot, on passe au surf, mais du surf humanitaire. Mathieu Carpentier, Lauriane Jaouen, vous faites partie de l'association Surf for Smile qui a le double objectif de promouvoir le surf à Madagascar et d'agir médicalement sur place avec des actions de dépistage et de prévention sur les maladies sexuellement transmissibles. De volets très différents en fait, pour cette mission Madagascar. Mathieu, vous êtes surfeur. Alors comme on va le voir sur les images, les vagues malgaches ont l'air propices à exercer cette discipline là-bas. Pourquoi les jeunes malgaches ne surfaient pas ? Alors, pourquoi? C'est une raison qui est vraiment, qui n'est peut-être pas évidente, mais qui est assez explicite, c'est qu'ils n'ont pas le matériel pour surfer. La côte est de Madagascar, où on a été, en fait, est une zone où l'activité surf est réellement récente. Donc, ce sont les Réunionnais qui, les premiers, se sont rendus là-bas avec les Sud-Africains. Et ça, il y a une dizaine d'années, les premiers ont commencé à y aller régulièrement, amener du matériel, mais de façon assez, on va dire, partiel dans la mesure où ils s'y rendaient lors de vacances et en rentrant chez eux, ils laissaient 1 voire 2 planches aux jeunes locaux qui malheureusement n'ont pas les moyens d'entretenir ce matériel et donc c'est vrai que si dans le temps ont été laissés un nombre plus important de planches, il y en a peu. Alors vous les avez initiés aussi au surf, comment ça s'est passé? Alors le premier objectif en allant là-bas, c'était de rencontrer la communauté de surfeurs déjà, donc des pratiquants. Et en arrivant sur place, on s'est rendu compte que déjà cette communauté était assez nombreuse, une bonne dizaine de pratiquants sur Maham, là où on s'est rendu, mais aussi une bonne dizaine au sud, à quelques kilomètres, près d'une pointe qui s'appelle Ambat Malam. Et lorsqu'on a présenté nos activités à l'ensemble du village, c'est vrai qu'il y a eu une émulation de la part de tous les enfants et on a eu des participants de 10 jusqu'à 37 ans et des journées avec plus de 60 participants. Donc c'était incroyable et tous très motivés à découvrir l'activité ou à progresser. Est-ce que vous êtes sûr que l'activité va être pérenne là-bas ou ils en ont fait juste pendant votre visite? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça continue? Alors, l'activité va être pérenne et il y a déjà un développement touristique qui s'opère autour du surf sur place. Donc quelques-uns des jeunes locaux ont compris que c'était un moyen supplémentaire de gagner leur vie. Donc ils ont commencé à louer un peu de matériel qu'ils avaient acquis via des Européens ou des Africains de passage. Et certains autres ont commencé, eux, à en voir justement ce qui peut en sortir du surf. Et donc, oui, il y a un avenir. Lauriane, vous êtes surfeuse et étudiante infirmière à Morlaix. Vous êtes donc impliquée dans la partie médicale de l'association Surf for Smile. Pourquoi avoir basé vos actions sur les MST? Parce que c'est des maladies qui sont très
dominante à Madagascar. Il y en a beaucoup et malheureusement, c'est un fléau, c'est un problème de santé majeur. Du coup, comme les organismes mondiaux ne sont pas là, ça a permis de faire des statistiques et de pouvoir un bilan sur place pour que après elles puissent justement, les organismes, les ONG puissent revenir et avoir quelques statistiques déjà sur au moins la partie de Marambo. Et du coup, donc voilà, on a quelques statistiques, mais après on a eu sur 150 personnes. Du coup, on peut pas dire globalement, on ne peut pas répandre ça sur toute la population. Donc, un échantillon en tous les cas. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, sur place, Lauriane ? Niveau santé. Niveau tout, les rencontres, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Les gens, ils étaient très accueillants, donc ils étaient contents de nous voir. Qu'on soit là, c'est bénévolement et que tous les tests soient gratuits. La seule contrainte, qu'ils croyaient qu'on était là aussi pour les soins, donc c'était malheureusement... Vous n'avez pas ouvert un cabinet de médecine là-bas temporaire, c'était vraiment sensibilisation et dépistage. Et dépistage, c'est ça. Alors au mois d'août, vous avez projeté l'Odyssée de la vie, c'est un documentaire, je ne sais pas si vous connaissez, qui est assez remarquable, de la grossesse vue de l'intérieur, vous l'avez projeté même dans un village sans électricité. Oui, donc c'est ça, avec une batterie et tout, qu'on a dû, avec un PC portable qu'on a amené de France pour pouvoir projeter. Donc il y avait à peu près 45 femmes qui étaient enceintes, du coup, qui ont pu visionner ce film pour le documentaire et voir. C'est vrai que sur papier, on voit souvent l'évolution de comment se fait le fœtus avec l'enfant à la naissance. Et là, le voir en vrai, comment ça se produit dans le corps, c'était vraiment enrichissant. Et on voyait qu'elles étaient réceptives et que le docteur Anna était contente qu'on ait projeté ce documentaire. Voilà. Comment ces deux volets, surf et médical, sont liés dans vos actions sur place ? Est-ce qu'il y a une interaction ou c'est vraiment il y a une équipe qui va initier au surf et l'autre partie qui fait du dépistage ? Le matin, du coup, Marie-Corentine, moi et Claudie, on allait au dépistage le matin, du coup, au CTB, avec le CTB, du coup, avec Philippe Poncelet. Du coup, c'est technique biomédical, c'est des laboratoires. Grâce à lui, on avait les dépistages, on avait les petits tests. Et du coup, on allait tous les matins de 9h à 13h. Et après, il y avait le volet surf. Donc, on allait les rejoindre l'après-midi, le matin. On faisait les deux. C'est elles qui ont le plus travaillé parce qu'elles faisaient double jeu d'aller le matin au dispensaire, de venir nous voir après pour nous aider. Elles ont été très précieuses. En particulier, on a fait toute une journée thématique autour du secourisme, du sauvetage. Et il y avait un volet premier secours. Et ce sont elles qui l'ont animé avec Benoît comme cobaye. Donc tout ça, en gros, de fin juillet jusqu'à fin août. Concrètement, sur place, on a réalisé 10 jours de formation à destination des locaux. Donc chaque journée avec un thème précis. Donc par exemple secourisme, ça pourrait être stand-up paddle et pirogue, cette nouvelle activité qu'est le stand-up qui était très peu connue à Madagascar et qui offre un potentiel très intéressant tant pour les locaux que pour les personnes de passage, sur Mahamba en particulier. Et donc au cours de ces 10 journées, en fait, on leur proposait des formations qui étaient orientées sur l'idée du partage d'expérience, mais nous, on voulait vraiment leur transmettre des choses de façon à ce que justement il y ait une inscription dans la durée de ce qu'on faisait. Que ça reste après votre... Voilà, que ça reste. Et c'est vrai qu'on a rencontré des locaux très réceptifs. Il y avait certes... Donc bilan positif, d'après ce que vous nous racontez. Est-ce qu'il y a pour la suite une nouvelle mission déjà dans les projets ? Tout à fait. Donc c'est vrai que tant sur le volet médical que sur le volet surf, on va dire océanique, il y a une continuité qui s'impose. On s'en est rendu compte. C'est vrai que cette première mission a été pour beaucoup une découverte aussi, découverte des locaux, découverte de Madagascar, des gens. Et c'est vrai qu'on n'a pas osé limiter le nombre de participants. Mais si on veut inscrire notre action dans une durée, qu'elle soit pérenne, on a décidé que lorsque l'on repartirait, si l'on repart, on centrerait cette action sur un groupe plus réduit de personnes afin de former des formateurs qui puissent, eux, à terme, continuer à former les plus jeunes. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir noué beaucoup de contacts avec des associations, des gens très motivés, qu'ils soient locaux ou VASA. Donc, sont les blancs sur place. Est-ce que le fait de venir aussi avec une activité, le surf, qui est une activité loisir, plaisir, ça permet d'aller peut-être vers d'autres personnes qui ne viendraient pas de manière assez volontaire se faire dépister ou suivre une formation médicale ou ce genre de choses C'est vrai que du coup, les gens, ils étaient plus réceptifs. Comme ils nous connaissaient, par rapport au surf, c'est vrai qu'ils avaient plus tendance à venir au dépistage, et à
à vouloir se faire dépister parce qu'ils avaient plus confiance, parce que c'est vrai que là-bas, ils sont un peu réticents quand même d'aller se dépister, surtout les hommes. Du coup, là, ça, comme la plupart des volets surf étaient des hommes, du coup, ils venaient plus facilement. Mais toucher notre population. Voilà, Bon, en tous les cas, on retrouve toutes les infos, les images de votre mission à Madagascar sur le site surfforsmile.org. Merci à tous les deux. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce mardi à 18h15 sur TBO, ne manquez pas votre émission littéraire préparée par la librairie Dialogue. Alors Michel Fitoussi et Jean-Pierre Coff y sont les invités du mois. Et puis Julien vous présentera sa sélection de livres de la rentrée littéraire. On regarde un extrait. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois raconter? Est-ce que je raconte ma vie telle qu'elle s'est déroulée ou bien est-ce que je me raconte des histoires et puis j'ai décidé que je dirais la vérité, toute la vérité. J'allais rajouter rien que la vérité, mais oui, presque que la vérité. Et puis je me suis embarqué là-dedans, ça a duré 2 ans, c'était très long. Voilà, je vous remercie tous les cas d'être venus sur le plateau de l'Instant T ce soir. Vous pouvez revoir bien sûr cette émission en replay sur tbo.bzh. Nous on se retrouve demain même heure sur TBO. D'ici là, passez une excellente soirée. Ciao.